Arrêté en Saône-et-Loire le 23 décembre 1943 par la Feldarmerie de Mâcon, amené à la Gestapo de Lyon, j'ai fait en cette ville un court séjour à la prison de Montluc. Transféré ensuite à Drancy, après une dizaine de jours passés à la prison du camp, je fus versé dans le bloc de déportation et le 20 janvier 1944, sous l'œil protecteur des gendarmes français, après avoir entendu un petit discours du directeur, nous promettant que nous irions dans des camps de travail où les familles ne seraient pas séparées, où les vieux s'occuperaient des travaux du ménage, où seuls les jeunes travailleraient plus durement, évidemment chacun dans son métier, on nous a embarqués dans des autobus et amenés à la gare. Sommairement comptés par les soldats allemands, le cœur lourd comme du plomb, au nombre de 1200, nous sommes entrés dans des wagons à bestiaux, aménagés d'avance pour nous. 60 par wagon, hommes, femmes et enfants pêle-mêle. Par terre, quelques paillasses sales, une tinette, un seau d'eau. Les portes du wagon sont plombées. Nous nous installons dans le noir comme nous pouvons, et le voyage vers l'inconnu commence. S'arrêtera-t-on à Metz? Y aura-t-il encore là-bas un triage? Une des promesses des dirigeants du camp. Le train roule sans arrêt toute la journée, toute la nuit. On a certainement dépassé depuis longtemps la frontière française. La tinette se remplit. La réserve d'eau diminue. Le train s'arrête, se remet en marche. On ne sait rien, on n'entend rien. À la fin de la deuxième journée, quelques-uns de nous reçoivent l'autorisation de descendre sous escorte du wagon vers une rivière qui coule en contrebas d'un petit talus pour remplir notre seau d'eau. Une eau sale qui est potable, nous disent les SS. Nous sommes en Allemagne. Au bout de quelques minutes, nous sommes embarqués de nouveau dans les wagons et le voyage reprend. Où? Personne ne nous renseigne. Le troisième jour, une sentinelle vient nous dire que nous devons lui remettre une certaine quantité de cigarettes pour les prisonniers français. Sinon, il viendrait nous fouiller et les prendrait lui-même. À l'arrêt suivant, il est venu les chercher et nous a confié en secret qu'on nous emmenait à Auschwitz, en Haute-Silésie. À Auschwitz, pays de mort, le gros lot est tiré. Il faut se soumettre et tenir à tout prix. Plus d'eau, la tinette déborde, les gens assis tout autour sont constamment arrosés. Nous essayons par l'entrebâillement des portes, le troisième jour les portes n'étaient plus fermées que par des chaînes, de parlementer avec les sentinelles pour qu'elles nous autorisent au moins à vider la tinette, à prendre un peu d'eau dans une gare. Rien à faire, elles ne nous écoutent pas. Le moral baisse. Les gens, inquiets, sales, fatigués et mourant de soif, attendent impatiemment l'arrivée au camp. Vers 11h du soir, le train stoppe. Nous sommes arrivés. Le voyage a duré 3 jours et 2 nuits. À minuit, on nous ordonne de descendre. Les SS séparent aussitôt les femmes et les enfants des hommes, nous arrachent des mains nos paquets, nos valises, nos sacs, nous mettent en rang sur la route. Nous pataugeons dans la boue. Des ombres en pyjama, ce sont les détenus du camp affectés aux travaux de la gare, montent derrière nous dans les wagons, enlèvent tout ce qui y reste encore et chargent sur des camions nos valises et nos affaires. Un SS passe et demande aux médecins de sortir des rangs, appelle ensuite les femmes seules sans famille. Faut-il sortir? Ne vaudrait-il pas mieux se joindre aux familles et rester ainsi avec ses amis? Ne nous a-t-on pas formellement promis une vie plus facile, un travail plus léger dans les camps de famille? Certaines se décident, sortent des rangs. Des SS dirigent vers elles le faisceau de leurs lampes de poche, quoique la gare soit éclairée par des projecteurs. On choisit les jeunes, les bien portantes. Nous sommes 40 femmes qui devront suivre les SS sur les 700 femmes et enfants du convoi. Les autres montent dans des camions et sont amenés directement au crématoire, dans des chambres à gaz.